On va continuer alors effectivement sur le... Si on s'intéresse à l'effet de son intervention, ça a eu un effet puisque la réception est bien meilleure qu'il y a 15 jours, mais pas au point d'avoir fait basculer la majorité, puis qui reste quand même majoritairement pas convaincu. C'est un chemin. C'est un chemin. Par contre, sur les mesures, on est à des taux très importants, entre 60 et 78%. C'est le sens. Quand on propose des choses aux gens, c'est rare qu'ils disent qu'ils n'en veulent pas. Juste quand même, les 54% qui pensent qu'il a pris la mesure de la situation, je pense que c'est un chiffre très important. Parce que ce qu'on lui reprochait, c'était précisément d'être autiste. Et sans doute, encore aussi important, il y en a une question qui était, a-t-il montré qu'il comprenait la préoccupation des Français ? 49% disent oui, 50% non, mais ça veut dire qu'il y en a 49% qui disent oui. Il y a 15 jours, c'était 20% à tout casser. On progresse. Non, mais ça permet de faire bouger les lignes. Donc elle était nécessaire, cette intervention. Est-ce que ça a permis de renouer vraiment ? Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais ça c'était utile. Ça débloque. L'effet scission possible au sein des Gilets jaunes, Carole ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y avait de ça dans ce qu'on a entendu hier de la part de Macron. Parce que, d'abord, quand même, ces mesures, c'est très retour à l'ancien monde. Hein, c'est l'augmentation du SMIC, ou Sarko, ou Hollande. Non, mais il y a deux mesures. Bref. Donc, les SMICards, les retraités, évidemment, parce que ça avait choqué un peu tout le monde. Et puis, d'autre part, ce sont quand même des gens qui votent, on le sait, et les retraités ont beaucoup voté pour Macron. Donc, il y avait vraiment les retraités, les smicards. Après, il manque peut-être, on verra, il y aura peut-être d'autres choses, mais pour le moment de ce que j'ai entendu hier soir, il n'y a rien pour la petite classe moyenne qui est juste au-dessus. Il y a quand même les heures sup défiscalisées. Quand même, faut pas. Il y a les heures sup. Et puis il y a la mesure de Sarkozy. Oui, j'entends bien. Donc. Et puis il y a la suppression des taxes sur l'essence. On en a oublié, c'est quand même 4 milliards. Il y avait aussi des petits commerçants, des artisans, etc. Donc moi, je me demande s'il n'y avait pas quand même une opération, division en deux des gilets jaunes espérée. C'est effectivement un des objectifs, Ilana. Oui, je crois que ce qui est intéressant et ce qui était fondamental, c'est de garder en fait le potentiel de transformation. Et on a vu d'ailleurs un Premier ministre très déterminé tout à l'heure, et nous sommes déterminés à continuer. Donc ce qui était important, c'est à la fois de faire des gestes très conséquents, et en même temps de ne pas renoncer, de ne rien faire qui nous empêche de faire ça. Et je crois que parmi les mesures qui ont été annoncées, toutes pratiquement étaient prévues, y compris la défiscalisation, puisqu'elles ont été prévues. Plus vite, plus fort, nous a dit le Premier ministre. Plus vite et plus fort, mais c'est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une accélération, on est à l'écoute. On prend des risques, on prend la mesure de l'urgence et ça a été fait. Mais la défiscalisation des heures supplémentaires était prévue un peu plus tard. Mais c'était pas dans le programme, mais c'est dans les dans la programmation de baisse fiscale à hauteur de 3 milliards et demi. Ensuite, vous avez également pour le SMIC, c'était prévu, mais sur 5 ans, on le fait sur 1 an. Donc c'est l'accélération et donc pour moi, on n'est pas du tout dans l'incohérence et on reste avec ce cap. Mais je reviendrai, si vous le voulez bien, tout à l'heure sur le cap, parce qu'il faut savoir quel cap. Alexis, c'est retour à effectivement. Cette affaire de transformation, c'est le discours de nous dire on recule pas, on accélère. C'est évidemment un extraordinaire recul. Oui. C'est évidemment un désastre. Et vous avez raison de vous interroger sur la capacité transformatrice pour la suite. C'est la clé de l'affaire. Il est à craindre, et je dis vraiment il est à craindre de façon honnête, il est à craindre que cette affaire ait ruiné pour longtemps et peut-être définitivement la capacité de Macron à faire quoi que ce soit, à réformer quoi que ce soit ensuite. Mais ça, on peut en discuter, et nous n'en savons rien, et c'est une crainte. Mais ce qui est sûr, c'est que les mesures qui ont été annoncées hier ne sont en rien des mesures, comme on dit dans ce jargon effrayant, qui d'ailleurs exaspère les gens, transformatrices, parce que les gens n'ont pas du tout envie qu'on transforme leur pays, mais c'est une autre affaire. Elles sont en rien transformatrices. Augmenter le SMIC, ce n'est pas transformateur, c'est sympathique. Annuler la hausse de la CSG, ça ne transforme rien. C'est juste qu'on a tapé sur la tête des gens, on leur rend un peu de sous. C'est pas une transformation. C'est des seaux d'eau sur un. Ces mesures ne vont pas rendre impossible la transformation. Ce sont des seaux d'eau sur un incendie, des seaux d'eau extraordinairement coûteux, mais des seaux d'eau extraordinairement nécessaires. Mais il ne faut pas nous raconter que c'est des réformes. C'est vraiment, on jette de l'eau pour essayer d'éteindre, et j'espère comme vous que ça va éteindre. Mais ce n'est pas de la réforme.
Alors, justement, sur le côté qui va payer, je voudrais qu'on écoute, parce que c'est le cœur du sujet aussi, parce que le coût de tout ça, c'est entre 10 milliards, on va en parler, Denis, mais je donne les grandes lignes, 10 milliards pour ces mesures, 4 milliards et demi pour la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants. Ça fait quand même une facture assez élevée. Ça va être difficile de rester dans les clous du déficit à 3% du PIB. Alors, est-ce au contribuable de payer? Est-ce à l'État de faire des économies? Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, promet des économies. On l'écoute. Eh bien, nous allons faire des économies comme nous nous y sommes engagés, vous le savez. D'abord, des économies dans le mode de fonctionnement de l'État. Et ça, c'est à nous de le mettre en œuvre. Regardez, vous allez avoir au 1er janvier quelque chose qui va s'appeler le prélèvement à la source. On en a beaucoup parlé à votre antenne. Oui. Ce qui veut dire concrètement que les fonctionnaires à Bercy qui s'occupaient de l'impôt sur le revenu, par définition, quand on va le prélever à la source, ils vont avoir moins d'activité. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Eh bien, nous allons réduire la voilure de certains services de l'État. Denis, vous avez l'air de dire que la facture, elle n'est pas si lourde que ça. Ou que... Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas lourde, j'ai dit que le problème n'est pas là. Ce fut une crise sociale au départ, et qui a coagulé un certain nombre de mécontentements. Maintenant, on a une crise politique. Je pense que si Macron peut le protéger par des institutions conçues par De Gaulle pour que l'exécutif tienne debout, Macron peut aller jusqu'au bout de son septennat, comme ça, de son quinquennat, excusez-moi, malheureusement de son quinquennat, oui, malheureusement. Mais s'il veut encore... s'il a encore des velléités de transformer la France, d'en faire quelque chose de beau, d'un peu grand, tout ça, je crois qu'il faut prendre conscience, c'est une crise politique. Et une crise politique, une réponse politique dans les institutions, il a des outils, le référendum, changer de majorité, il peut le faire. Mais si on s'en tient effectivement, il y aura d'autres solutions. Non mais Denis, là, vous lui demandez de se suicider, là. Il ne transformerait rien du tout s'il a du pouvoir. Parce que s'il dissout... Bon, écoutez, la dissolution, vous savez, ça provoquerait effectivement... Je crains qu'il y aurait beaucoup de députés En Marche qui ne seraient pas réélus. Ben voilà, par exemple. Bon, mais ils gouverneraient, ils feraient... la chancelière Merkel a gouverné, et l'Allemagne est fort bien avec un gouvernement composite, et puis ça préparerait peut-être sa réélection plus sûrement que de se traîner avec une majorité qui n'a plus... C'est un modèle pour être élu, c'est un modèle pour réformer le pays. Sa majorité n'a plus de légitimité. Dans les profondeurs. Donc, il ne pourra pas faire grand-chose. C'est ça que je veux dire. Et c'est dommage pour la France. Sur le plus de légitimité. Oui, non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez noté, par exemple, qu'il n'est pas revenu sur la refonte de l'ISF. Je voudrais revenir là-dessus parce que ça me semble très important. Ah oui, parce que quel est l'enjeu et quel est en réalité le véritable cap d'Emmanuel Macron? Et je crois que ça, vous pouvez le partager. C'est d'arrêter de monter les Français les uns contre les autres, de penser qu'il faut appauvrir les riches plutôt que d'enrichir les pauvres. C'est-à-dire que, et ça c'est très important d'avoir tenu sur l'ISF, parce qu'il s'agit de dire, quand on veut relancer l'économie, on ne fait pas des cadeaux aux copains. Et c'est profond, et je vous le dis parce que moi c'est le sens de mon engagement, et je suis convaincue que c'est aussi le cas pour... C'est-à-dire, il faut relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il a fallu revenir sur l'ISF et effectivement avoir une taxation qui va dans le sens de l'encouragement de tout ce qui est investissement productif, parce que c'est absolument essentiel pour notre pays. D'ailleurs, ça commence à repartir. Donc il faut, et c'est ça l'enjeu, et je ne pense pas que ce soit perdu, il faut comprendre que relancer l'économie, c'est la condition pour pouvoir relancer aussi, d'abord, lutter contre le chômage de masse, dont souffrent de manière prioritaire qui ? Les gens dont vous parliez tout à l'heure, et nous ne pensons qu'à eux, parce qu'en réalité, comme l'a dit Emmanuel Macron, les riches, ils n'ont même pas besoin de président, ils s'en sortent toujours. Il faut croire à la sincérité de ce propos. Donc je crois que c'est ça le véritable enjeu, et le véritable cap, c'est de comprendre que ce qui est poursuivi, c'est une justice sociale, mais qui s'assoit sur une relance économique. Et qu'il faut arrêter de monter les riches contre les pauvres. Et ça, si on a réussi à faire ça, on aura vraiment réussi. Alexis, et c'est la condition d'une vraie transformation. Vous rejoignez Ilana sur le fait de ne pas renoncer à la suppression de l'ISF, Moi, je ne me pas revenir. réjouis qu'il ne soit pas revenu sur la suppression de l'ISF. Je pense qu'il ne l'a pas fait parce que le faire, ça aurait été rajouter une humiliation symbolique à une humiliation symbolique, et que là, c'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Et donc, tant mieux qu'il ne l'ait pas fait, mais il faut bien voir l'ampleur du revirement qui est en train de se jouer. Parce que ces mesures, qui vont coûter 12, 14, 15 milliards, comment on va les financer? Par du déficit, et donc on ne va plus respecter les clous de Maastricht, d'une part, et d'autre part, par une taxation sur les entreprises, donc on va soit revoir le CICE, soit revoir l'impôt sur les sociétés.
qui sont plutôt prêtes à jouer le jeu si on en croit les qui premiers. Certainement pas. Qui n'auront pas le choix. Il faudra bien financer 14 milliards. Oui, mais on a parlé de la lutte contre l'évasion fiscale. Mais on oui, a mais parlé. on fait le coup à Et chaque fois, c'est peut-être très bien. pourra-t-on négocier Mais- aussi avec Bruxelles. Vous ben savez donc, d'ailleurs. Voilà. Donc il y aura Mais un peu de déficit. il y a et eu un peu... arbitrage. Il y a eu un arbitrage qui a été fait. Il ne se fera pas au détriment des entreprises parce que là, on serait dans l'incohérence. Eh bien, Ça ne sera pas le cas. Nous verrons bien. Ça ne Je sera pas pense le cas. qu'il y aura un peu de déficit, et Richard Ferrand l'a déjà dit, et un peu, pas de taxes sur les entreprises, mais de retard dans des mesures qu'on devait prendre en faveur des entreprises, c'est-à-dire la baisse de l'impôt sur les sociétés. On va faire moitié-moitié. Un peu de mixte Bon, et... mais à la limite, c'est de la tuyauterie, ça. Mais il faut bien voir le renversement philosophique qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est arrivé comme un Européen portant le projet européen, l'orthodoxie budgétaire pour permettre de convaincre à l'échelle européenne pour faire des réformes européennes, d'une part, en s'appuyant sur les entreprises, d'autre part. Il va en être réduit, pour solder cette crise, à abandonner cet idéal européen qu'il avait, en tout cas, de respect de l'orthodoxie budgétaire pour convaincre nos partenaires et de réformer l'Europe, premier point. Et deuxième point, je crains aussi qu'il soit obligé, en tout cas, d'ajourner ces mesures qu'il voulait faire pour les entreprises. Et à l'arrivée, ça sera mauvais pour l'emploi, tout ça, et la croissance. Mais donc, c'est pas du tout derrière des mesures techniques. Attendez de voir ce qui va être proposé. Il faudra bien trouver Attendez des de sous. voir ce qui 14 sera milliards, proposé. c'est énorme à trouver. Et vous savez que dans ces 3%, on est à 1,9 si on fait exception, si on fait... oui. Il y a des taxes exceptionnelles qui ne se reproduiront pas. Donc Bruxelles sait entendre cela. Est-ce que vous pensez que l'arbitrage a été mauvais? Est-ce que vous pensez qu'il ne fallait pas répondre par des gestes mais forts? je dis qu'il fallait. Donc voilà, c'est un arbitrage responsable. Je dis qu'il fallait le faire. Je dis qu'il ne faut pas en minorer les conséquences financières ni la portée politique. Carole, un mot. Un mot à l'appui de ce que vient de dire Alexis. Alors, Denis qui a pris la parole, et ensuite Carole. Vous observerez la réaction très négative de Bruxelles d'une part, de Berlin de l'autre, depuis hier à l'intervention du président Macron. Ils ont peur. Il a voulu nous embarquer dans une voie et finalement on aurait pu se laisser séduire. Et puis il est en train d'en revenir à ce qu'il considère comme des fondamentaux fâcheux de ses prédécesseurs. Oui, ce qui est assez C'est-à-dire dommage, creuser les parce que déficits, ça augmenter la n'était pas, dette. Attendez de voir ce qui va être proposé. Carole. C'était pas écrit d'avance. C'était pas écrit d'avance. Le problème, c'est qu'il a quand même fait beaucoup de choses à l'envers. Il commence par exemple par la réforme du travail, alors qu'il aurait peut-être fallu, pour donner un signal à l'opinion, commencer par la réforme de la formation professionnelle pour montrer qu'on mettait l'emploi. Non, mais c'était après. L'ordre est très important. Et symboliquement, je pense que c'était très important. Il y a 15 millions d'euros qui vont être investis dans la formation professionnelle. Ensuite, le problème, effectivement, je pense que puisque l'ISF est un symbole pour la gauche, il l'est évidemment aussi pour les investisseurs et les entreprises. Plus que probablement ne fallait-il pas... Plus que pour la gauche, 75% des Français sont contre la suppression. Je sais, parce que bien sûr, c'est très français. Mais pas ça. quand ils le suppriment. Quand ils le suppriment, ils sont 55 à être pas contents. Mais c'est pas catastrophiquement impopulaire. Ça a été quand même le péché originel de Balladur, de Sarkozy avec son bouclier fiscal. Là, ça pouvait passer. Ce qui a été le truc assez con, c'est d'avoir, différé la baisse de la taxe d'habitation et de l'avoir saucissonné au début, etc. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Pour vous, était mal conçu. Tuyauterie incompréhensible entre taxe d'habitation et que je te l'enlève et que la CSG, je te la monte et que ceci. C'est totalement technocratique. Les impôts, soit on n'y touche pas, soit on les baisse, mais on ne fait pas des transferts. Quand on fait des transferts, les gens qui en bénéficient ne s'en rendent pas compte et les gens qui en pâtissent sont furieux. C'est vraiment le truc de techno. Il y a une espèce de mécanique incroyable de tuyaux fiscaux qui aboutit à ça. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience et que pour le coup, on ouvre une nouvelle époque. Et hier, il y avait des choses claires qui ont été expliquées et qui ont été comprises. Et vous savez, on a souvent parlé de pédagogie ces derniers mois. Vous avez raison, il y avait des choses qui étaient un peu trop complexes, même si elles pouvaient être futées. Et donc, je crois que ça a été compris au plus haut niveau et qu'on tourne peut-être une page. Et vous vous en réjouissez si c'est le cas. Les internautes et leurs commentaires. Denis, ça c'est moins sûr. Alors, JLR qui nous dit... Là, on ouvre une nouvelle page. Ilana, on laisse quelques commentaires de nos internautes. JLR, les gilets jaunes doivent continuer. Accepter, ça serait prouver que nous sommes des imbéciles.
R34, la réforme des retraites est nécessaire et sera douloureuse. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Sur cette relation à Bercy, l'impôt à la source. Oui, qui va être... Ça va être évidemment le nouveau problème de la rentrée. Ça va être très compliqué, les gens vont être furieux, etc. Il a failli le supprimer. Les Français sont pour. Mais oui, mais ils seront pour jusqu'au moment où ils vont s'en subir les conséquences. Il s'était mis en situation. Et il a cédé à Bercy qui lui a dit non, il faut le faire, on s'est engagé, on a fait tourner notre ordinateur, on a mis tous nos gars là-dedans, il faut y aller, ça, etc. C'était la polémique de septembre. L'essence. Il a failli reculer 10 jours plus tôt. Et je pense que s'il avait reculé 10 jours plus tôt, ça aurait coûté au moins 2 ou 3 fois moins cher. Et pareil, on lui a dit non, on ne peut plus, maintenant c'est fait, on va trouver les 4 milliards. Résultat, ça en coûte 15. Là, il y a quand même un problème aussi entre le président et son Premier ministre. Et la technostructure Bercy, qui n'est pas qu'à Matignon, qui est aussi à l'Élysée. Certes. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience du couple de l'exécutif qui est reparti avec pas mal d'énergie et on va voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, de la complexité trop grande d'un certain nombre de... C'est pas qu'elles étaient mal expliquées, c'est qu'elles étaient difficiles à expliquer. Et ça va pas. Donc ça, je crois qu'on l'a compris. Oui, mais la colère des gens va au-delà de considérants économiques qui leur rendent la vie difficile. Sachez qu'il y a un sentiment de désarroi, de dépossession, de précarité dans le peuple qui va bien au-delà de ces considérants. Bien sûr, donc, évidemment, c'est l'essentiel. Est-ce que ça, il en a conscience? Il y a quelques phrases qu'il donne à penser dans son intervention, c'est vrai. Bon, oui, mais ça, par définition, si on prend par exemple le cas des services publics de proximité la première fois qu'il accepte qui ont disparu, des choses comme ça, je ne sais d'ailleurs absolument pas s'il est question d'en remettre, parce que ça coûte cher, on ne les a pas supprimés pour rien. Mais ça, par définition, même si c'était dans le projet, c'est du très long terme. Mais du long terme. Dans l'angoisse des classes moyennes, mais je vais terminer la phrase de Denis, parce que je sais que ça, c'est ce qu'il allait dire. Il entre évidemment la question de l'insécurité culturelle, de l'identité et donc de l'immigration. Qui a été abordée hier. Oui, ça c'est important. Il l'évoque. Et donc il nous dit qu'il va faire un grand débat sur l'identité, ça nous rappelle les souvenirs. Oui, dis donc, pourquoi la pas nation. Mais très bien. Il avait été tronqué, le débat de mais au même moment, il va signer le traité de Marrakech, enfin le pacte de Marrakech. C'était pas à droit. Ce qui était d'une maladresse insigne. Il n'est pas Enfin, ce pacte n'est pas contraignant. Eh bien oui, mais à quoi bon le faire? Alors, le pacte de Marrakech, c'est une chose. Non, mais on peut en parler. Le mot nation n'est évidemment pas anodin. Non, mais c'est très important. C'est évident que c'est dans ce malaise, il y a ça. Je voudrais qu'on aborde, juste qu'on suive un petit peu le fil de notre pensée. Je voudrais qu'on aborde aussi l'angle, finalement, faut-il tout casser pour se faire entendre?